Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Tous les soirs, vous nous regardez à la télévision. Merci de votre fidélité. Juste après cette émission, vous avez Moussa Moïse là qui vous informe, évidemment. Merci à vous tous. Vous le voyez à l'écran. Notre invité de parcours ce matin, messieurs, Étienne Soropogui, il faut le rappeler, ancien directeur des opérations de la CENI, attendu désormais donc de la nouvelle CENI guinéenne, dont les commissaires ont prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle. Une proposition de chronogramme en vue donc de l'organisation des prochaines élections législative, alors que beaucoup espéraient d'une CENI plutôt technique, celle qui entre en fonction n'est différente de l'ancienne qu'elle remplace que par le nombre de ses membres. Conséquence, l'inquiétude de la voir aussi apprivoisée par les politiques et plombée par les querelles de chapelle comme la précédente reste de mise. Par quoi la nouvelle CENI sera-t-elle différente de la précédente? Nous essayons de comprendre ce matin. Que retenir du fonctionnement de l'ancienne CENI? Que peut-on mettre à son actif? Par quoi a-t-elle péché? Quel est désormais son avenir politique? Étienne Soropogui, grande gueule, vous allez la voir et il est déjà dans ce studio, mesdames et messieurs. Et vous continuez à réagir. Je m'occupe de vos messages un peu plus tard dans cette émission. Titi, notre invité, Étienne Soropogui. Bonjour, monsieur Soropogui. Bonjour Titi, bonjour Lamine, bonjour aux amis. Merci de répondre à... Moussa Moïse, il y a longtemps. Hein? Mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps parce que... De vous retrouver. Ouais. Et je voudrais aussi, vous me permettrez de m'excuser pour hier, j'ai été annoncé. Ouais. Et il y a eu un malentendu entre, je crois, Bokar et moi-même. Je voudrais aussi profiter de votre plateau vraiment pour vous présenter encore une fois mes sincères condoléances. Merci. Et suite au décès de notre très cher regretté Kendia Thomas, j'ai été extrêmement ému par son décès. Ouais. Vous savez, Al, c'est mon petit frère. Ouais. Et donc c'est plutôt une belle sœur à moi. Et vraiment, je voudrais profiter de cette occasion pour présenter à vous, mais aussi à tout le peuple de Guinée, mes très sincères condoléances. Merci beaucoup. Alors, une nouvelle CENI a été constituée et ses membres ont prêté fonction serment hier devant la Cour constitutionnelle. Vous en êtes plus membre, donc vous êtes sorti de la CENI parce que les NFD que vous avez représentés donc ne remplissent plus les critères pour faire partie donc des partis qui peuvent envoyer des commissaires au sein de la CENI. Avec quel sentiment vous quittez la CENI? Quel est votre état d'esprit? Vous avez suivi ces différentes prestations de serment hier, l'élection d'un nouveau bureau. Quelle analyse vous faites de tous ces événements hier? D'abord, votre état d'esprit. Écoute, mon état d'esprit, je pars de la CENI avec un sentiment de devoir accompli, dans la dignité. Je crois que c'est fondamental. Naturellement, on devait partir aussi. Nous sommes, il faut le rappeler, en fin de mandat. Les grandes gueules. Au niveau de notre pays. Nous sommes dans une république et devront aussi suivre cet exemple. Et à la fin de leur mandat, et suivre cet exemple que la CENI vient de faire. Parce que c'est comme ça aussi elle fonctionne, notre public. C'est sur ces fondements-là qu'elle est bâtie. Malheureusement, les députés sont en train de glisser sur ces choses-là. Je souhaite que le prochain qui viendra ne proroge pas des mandats parce qu'au niveau de la CENI, on a donné l'exemple. C'est-à-dire mais certains ont trouvé, ils vont me dire c'est légal, mais l'astuce de se recycler. Est-ce qu'on peut dire Étienne Soropogui a eu moins de chances que ces personnes-là qui sont encore restées? Encore une fois, je n'avais aucune intention de rester à la CENI, sinon je sais rester. À ce point, ça c'est important. C'est important de le rappeler. Si vous avez l'intention, comment vous serez fait pour vous y maintenir? Je sais quelque chose. Il aurait pu faire quelque chose de très simple. Un pas pour la marge jaune. C'est très simple. Après, j'aurais pu si je veux. Mais encore une fois, je crois que j'ai envie de faire autre chose. Vous savez, il est devenu marabout, mais n'a pas fini dans la tête des gens encore. Non, mais je sais comment ça se passe. Mais Moussa, je sais comment ça fonctionne au niveau de notre pays. J'aurais pu si je veux. Vous savez, j'ai plus. C'était bon de le dire à l'intention de tout le monde. Je n'ai plus de parti politique. Je n'ai plus d'attache au niveau d'aucun parti politique en Guinée. Dès que je suis arrivé à la CENI, à un moment donné, avec vous avez donc démissionné des NFD. Avec les NFD, c'était fini, je l'ai annoncé depuis un certain temps. J'aurais pu faire le pas vers
des formations politiques, faire semblant de... Je n'étais plus intéressé, encore une fois, j'ai eu des discussions avec les principaux leaders à venir à la CENI. Ça aurait été facile d'acheter Étienne Soro-Pogui simplement parce qu'il veut rester à la CENI. Non, j'ai envie de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, Étienne? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Quand vous dites, oui, j'étais en contact avec certains leaders, je vois un petit peu ça, on appelle ça du surenchère. Non, pas du tout. Je discute avec eux. Allons-y au fond des choses, Étienne Soro-Pogui. Vous étiez en contact avec qui? Qui vous a dragué? Très régulièrement, je suis en contact avec les principaux leaders de notre pays. Les principaux leaders, comme vous le dites, le FDG, le RPG, le PEDN partout. Je ne vous crois pas, Étienne. C'est des grands frères, moi, les minimaux, tout le monde. Je vous crois pas. Même. Je compte que moi, je deviendrai aussi bientôt un des leaders avec des collègues avec lesquels je serai. Donc, naturellement, je préfère me positionner dans ce schéma que de continuer à rester à la CENI parce que, de mon point de vue, c'est vrai que du point de vue expérience, j'avais à redonner à la Guinée dans le cadre du management des élections. Mais bon, je crois qu'à un moment donné, j'ai envie de continuer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire la politique. Et je me sens mieux de mon point de vue de ce côté-là. Mais je voudrais qu'on avance. Oui, je viens. On va avancer. Non, on va avancer, Étienne. On va avancer. Vous n'allez pas donner les grandes lignes. Vous êtes un homme dessus de la politique. En même temps, vous dites, oui, rien n'est... tout est possible, en fait, parce que j'ai l'impression d'avoir un prochain leader politique dans ce studio, si je ne me trompe pas. Naturellement. Je l'avais annoncé depuis. Moi, je suis cohérent dans mes propos. Je l'ai annoncé depuis qu'après la CENI, je ferai naturellement la politique, je l'ai dit. Et la CENI, je ne suis pas déçu d'avoir quitté la CENI parce qu'encore une fois, je répète que nous sommes en fin de mandat. C'est normal qu'on quitte. Des Guinéens ont été amenés, des Guinéens ont été amenés là. C'est des personnes talentueuses. Je crois qu'il leur appartient aussi de travailler à faire en sorte que les élections soient des choses qui peuvent nous permettre d'avancer dans notre pays. C'est des personnes que je respecte. Je crois qu'ils peuvent faire mieux que nous. Je souhaite d'ailleurs qu'ils réussissent, que ces personnes-là réussissent mieux que nous pour que la Guinée sorte de ces difficultés que nous connaissons. Quels sont vos mauvais souvenirs à la CENI? Tout n'a pas été rose. Vous n'êtes pas habitué à certaines intrigues. On vous a vu vous efforcer à ne pas parler. À un moment donné, vous aviez envie de dire certaines choses. Parce qu'il y a les textes qui régulent la gestion des élections dans notre pays. Vous êtes un organe de gestion des élections, ou en tout cas, vous faisiez partie de cet organe. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'entorses à la loi durant l'organisation, par exemple, des communales. Quel mauvais souvenir vous gardez de toutes ces intrigues-là et de toutes ces pressions? Parce que Dieu sait qu'il y en a eu. En préparant l'émission, je dis à Bakar, Étienne, il y a une particularité, c'est qu'il est intriguant. C'est-à-dire? Non. Oui, je l'ai dit, Titi. Mais c'est vrai. Oui, les grands. Je respecte ce que vous dites. Oui. Ce que je veux simplement dire, je l'ai rappelé tantôt, et je crois que c'est fondamental, et je le dis sincèrement. Je souhaite que ceux qui sont arrivés, les personnalités guinéennes, les hommes et les femmes qui ont été choisis par les entités pour venir meubler la CENI, que ces personnes puissent réussir le travail qu'ils font. Je le dis sincèrement, parce que c'est important pour notre pays. Il y a des difficultés. Par contre, vous savez, ils partent avec une anomalie congénitale, notamment au niveau du cadre légal. C'est fondamental. C'est-à-dire que quand on conçoit les lois, il faut éviter qu'elles reproduisent les mêmes schémas que ce qu'on était. Je vous donne un exemple. Nos lois, notamment autour du processus électoral, sont truffées à la fois d'incohérence et d'imprécision. Je vous donne un exemple précis. Au niveau de la désignation des membres, on vous dit que ceux qui sont habilités à désigner les membres, que l'opposition désigne 7 personnes, la mouvance désigne 7 personnes, les organisations de la société civile désignent 2 personnes. On ne dit pas dans quelles conditions ces organisations désignent. Alors, le problème qui va se poser, notamment au niveau du président, on précise que les 2 personnes, parmi les 2 personnes, on doit choisir le président de l'institution. Alors, ce qui va se passer au niveau du président, dès l'instant que on se rend compte que sa désignation n'a pas été encadrée par la loi, on dit les organisations désignent, on se rend compte effectivement que la désignation a été effectuée au niveau de secrétariat. Naturellement, une personne comme ça qui arrive, même s'il a de bonnes intentions, je crois bien à Québec, je le connais personnellement, je travaille avec lui, je sais qu'il va vouloir travailler, mais il aurait fallu simplement qu'il n'aille pas dans le cadre d'une prise de décision vers ce que veut l'opposition pour qu'il soit contesté. Et pendant 5 ans, il sera contesté, alors que la confiance est l'épicentre des élections. Quand on n'a pas confiance légale. Quand on n'a pas confiance à quelqu'un, on le conteste
indéfiniment, et finalement, on se remet dans un schéma. Vous me tendez une perche là, mais c'est juste incroyable. Donc ça veut dire l'ingérence du côté du palais Sékou Touré ou de l'opposition, du côté de la CENI, on dit tout sauf indépendante. Mais vous le savez. Non, on n'aime pas dire les choses, on sait très bien que... Non, Étienne. Je vous informe aujourd'hui que les deux personnes de la société civile, les grandes représentants de la société civile au niveau de la CENI, ont été désignés par la présidence de la République. Ce qui a été fait, mais c'est important de le dire. Waouh. Ce qui a été fait, alors, n'attendez pas de ces personnes, c'est des êtres humains. Donc, un positionnement Lamine, je pense qu'on l'avait déjà dit sur cette antenne. Quelqu'un vous aide à y aller là-bas. En tant qu'être humain, c'est difficile. Le gars, il vous appelle la nuit. C'est difficile de dire non. On va essayer de crever l'abcès. Je crois en lui, sincèrement. Je crois qu'il pourra faire en sorte qu'il soit... Mais alors, ce que je veux signifier ici, c'est même difficile pour lui. Dès l'instant que les conditions du choix ne sont pas claires, il aurait fallu qu'il pose un acte demain pour qu'il soit contesté pour le reste de son mandat. On se retrouve dans un schéma de contestation, on n'en sortira jamais. C'est l'une des anomalies. Parce que là, vos affirmations, à l'instant, elles sont très graves, elles sont d'une gravité extrême. Quand vous nous dites que les deux représentants de la société civile ont été désignés par le fait de... Donc, ce sont des choix de la présidence de la République, ça veut dire qu'on n'a pas à s'attendre ça pose même l'équation de l'intégrité même des élections, des prochaines élections, à la fois des législatives et de la présidentielle. C'est extrêmement grave. Si vous nous dites que le président de la CENI, tel qu'il est, M. Salif Kébé, qu'il est désigné, il a été choisi, en fait, son maintien à la CENI, parce que lui, il a été maintenu, et du fait donc du prince qui nous gouverne, et je pense que c'est très grave. Alors expliquez-nous, quand savez-vous? Quand savez-vous? Parce que nous nous sommes posé beaucoup de questions, notamment dans cette émission, par rapport à ce maintien de Salif Kébé. On n'a pas compris à un moment donné que Dr Dansa Kourouma soit annoncé partant pour la CENI et que par la suite, qu'il y ait donc ce jeu de chaises musicales, que c'est plutôt Québec qui soit maintenu et que donc Dr Dansa reste à quai. Donc expliquez-nous comment ça s'est passé, parce que la presse, l'opinion se pose énormément de questions sur le maintien de Québec à la CENI. Exactement. Comment ça va se passer? Comment ça aurait dû se faire? La loi dit que les organisations de la société civile désignent deux représentants à la CENI. Alors, en temps normal, elle nous dit que ça, malheureusement, elle ne va pas plus profondément. Ce que ces organisations font, elles écrivent au ministre de l'administration du territoire. Oui. Ils écrivent même parce que le ministre qui décide d'écrire à une ou deux organisations, après les autres, quand même, se précipitent aussi à écrire. Après, quand ils ont une liste de plusieurs personnes, et ils font le tri et choisissent les personnes qu'ils souhaitent. Alors que ce qui aurait dû être fait, c'est qu'on aurait dû laisser la possibilité aux organisations, dans leur entièreté, de faire le choix de deux personnes, dans un consensus total. Oui. Une personne de cette nature peut avoir la crédibilité et la confiance de l'ensemble des acteurs. Donc faire en sorte que nos élections ne soient plus source de discussion, parce qu'à la base, on a déjà quelqu'un qu'on sait qui a été choisi conformément aux règles convenues par tous. Mais dès l'instant qu'il est choisi ailleurs, même si après, je crois que Kébé le fera, même si après la personne qu'il a été choisi en catimini peut travailler, lui, à faire en sorte que les choses soient normales, c'est ce que je souhaite de la part de Kébé. Et je crois qu'il faut aussi, et on l'a fait dans le cadre des élections locales. Vous mettez en doute la crédibilité de Québec ce matin. Non, mais c'est pas personnel. Antoine, c'est pas personnel. Non, Antoine. C'est pas personnel, je ne l'ai pas dit, c'est pas personnel. Les lois sont impersonnelles. Assumez, c'est aussi ça. C'est un garçon, je suis désolé. Non, attendez. Mais ce Soropogui est en train de dire ce que tout le monde pense déjà, c'est-à-dire on a quelqu'un qui est là, qui a eu le cutus du sommet pour être là, et il va loin pour dire qu'il ne doute pas de Québec, mais seulement il y a tout un cadre qui est mis en place pour qu'il œuvre pour quelqu'un et qu'il ose espérer qu'il ne fera pas cela. C'est ce qu'il dit. Maintenant, justement, mes inquiétudes par rapport à cette CENI. Quand même, il y a une équipe qui était là, qui a travaillé durant des années. Vous n'êtes certes pas des modèles, mais vous avez de l'expérience dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que ce qui est fait là, c'était une grosse erreur ou bien une perte de temps? On pouvait faire avec cette équipe qui existe déjà. Qu'est-ce qui aurait pu se dessiner autre que cette CENI nouvellement politique, des gens qui viennent, qu'il va falloir former, remettre sur... Qu'est-ce qu'on aurait proposé de mieux pour la Guinée? Écoutez,
Je crois pas au destin individuel, je crois pas aux individus. Je crois que nous étions là pour un moment donné, on a fait un travail. On peut partir pour que d'autres Guinéens, aussi talentueux que ce qu'on a pu faire, viennent travailler. Il ne faut pas penser qu'on est indispensable. Non. C'est pas une question liée à la C'est important parce que personne. ça se dit souvent. Les grandes gueules. Naturellement, ceux qui viennent, moi je suis venu à la CENI, je n'avais pas d'expérience électorale à proprement parler. J'ai dû apprendre dans le temps. Il n'y a presque pas d'école pour ça. Après, bon, on est là aussi pour conseiller aux besoins. Alors, ce que je veux dire, par rapport, l'autre anomalie qu'on a au niveau de cette institution, qui pourra malheureusement reproduire les mêmes effets que quand on était là, c'est la question du quota. C'est fondamental. Vous savez, quand on a mis en place une institution de cette nature, c'est pour faire en sorte que les débats politiques puissent se délocaliser et avoir une certaine envergure technique. Faire en sorte qu'on mette en place, on a dit opposition 7, comment on appelle 7, mouvement 7, pour qu'il y ait un équilibre à l'intérieur. Mais quand vous prenez aujourd'hui l'opposition, elle n'est plus l'entité homogène. Hein? À l'intérieur, déjà, les gens ont des dissensions plus fortes que quand Alors, déjà, ils vont commencer à avoir des discussions et demain matin, dès l'instant qu'on met une entité en interne, je sais comment ça fonctionne. Les grandes gueules. En minorité, va commencer dehors pour commencer à sortir dehors pour discuter. Naturellement, ça reproduit les mêmes schémas. Pour régler ça, c'est important. Ce que je conseille, et je crois qu'on l'a fait tantôt dans le cadre de la gestion du processus pour les élections locales, il faut faire en sorte que tout soit mis en débat en interne. C'est fondamental. Éviter que, s'il y a un malentendu, qu'on aille au vote. Deuxième chose, faire en sorte que les grandes questions sensibles politiques puissent être ramenées au niveau de la classe politique. De nature à ce que, là, on reproduit ce qu'on peut appeler une CENI 10, mais c'est pas grave. La loi l'a pas prévu, c'est encore une autre insuffisance. Au moins, on délocalise le débat au niveau de la classe politique, ne serait-ce que pour ceux qui sont concernés par le processus, de nature à ce que, sous ces questions précises, qu'ils puissent prendre une décision. On l'a fait, on a mis en place ce qu'on appelle le comité technique de suivi et de gestion du processus électoral. Un mot, M. Sorobogui, sur ce miracle qui était attendu mais qui n'est pas arrivé concernant M. Dansa Kourouma. Je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu l'émergence de ce jeune, pourtant qui était pressenti? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a eu cette entente entre lui et l'actuel président de la CENI qui a été donc reconduit, ou bien quelqu'un a dû lui dire au ministère de l'administration du territoire, ou bien de la présidence, tiens, dans ça, l'homme qu'il nous faut est déjà là-bas, contente-toi en fait, d'attendre. ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la première question. La deuxième, j'aimerais vous entendre sur le fichier, parce que la nouvelle CENI va commencer à être confrontée à des difficultés déjà. Ces difficultés ont déjà commencé. Le fichier électoral, la loi même qui encadre les élections dans notre pays, ce sont autant de chantiers qui attendent la nouvelle CENI. M. Soropogui. Oui, encore une fois, comprenez-moi, je ne suis pas en train de vouloir personnaliser. Non, je ne personnalise Considérez pas. que quand je parle de Québec, en fait, je parle du président de la CENI, qui aurait dû faire l'objet en termes de choix de manière plus ou moins consensuelle. Un autre président. Non. Moi, je ne sais pas. Normalement. Ce que je suis en train de dire, c'est moins Québec, mais que le président de la CENI qui aurait dû faire l'objet en termes de choix de manière consensuelle au niveau de la société civile dans son entièreté, de nature à ce que... Parce que vous savez, quand vous allez derrière la compréhension de législateur, c'est important. La compréhension de législateur, c'est important, Lamine. Non, je comprends. Ça aussi, c'est important. Le président de la CENI doit être issu de la société civile. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Dansa société Kourouma civile était arbitre. Les grandes gueules. Donc, Elle ne s'est pas prononcée sur le fait de maintenir Québec à ce poste. Est-ce qu'elle s'est prononcée, cette la société civile? Oui. Non. Alors, voilà, c'est donc la question. Mais vous savez où il faut poser la question, moi. Moi, tu me déçois, moi. Il ressort de votre autopsie que finalement cette institution naît avec une maladie congénitale ou des maladies congénitales qu'on va appeler le manque de confiance qui va déboucher sur la psychose des populations. Mais que dites-vous de l'autre versant de la situation, c'est-à-dire cette opposition qui désigne des membres au sein de cette institution et qui vont prêter serment devant une institution qu'elle-même elle a décriée, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, avec son nouveau président? Bon, je ne pense pas qu'à ce stade-ci, que ce soit concerné
par ce genre de débat. Quelle analyse faites-vous de ça? Moi, je crois qu'au niveau de le débat sur la Puisque nous avons suivi, a été purgé du côté de Sékou Touré, mais la pilule n'a pas été avalée du côté de cette opposition qui n'est pas d'accord avec le nouveau président de la Cour constitutionnelle qui est venu remplacer Kélé Fassal. On connaît tout le tohu-bohu que ça fait dans la cité et tous les cris d'alarme qui ont été sonnés du côté de l'opposition. Non, mais je crois que les gens ont souhaité avancer. C'est important le fichier électoral. C'est important parce que là c'est important. Et heureusement, ici je me félicite du fait qu'au moins on a eu quelqu'un qui est resté quand même à la CENI, notamment la personne de Mme Camara. Les grandes gueules. Qui comprend cette question-là. Il aurait été difficile pour le nouveau commissaire, je rebondis un peu sur ce que disait Mafoudia, de travailler sur. Parce que vous savez, on doit faire la révision à l'issue, sinon après c'est pas normal. Je crois qu'il y a plus de 3 ans qu'on ne fait pas de révision. On doit le faire, c'est une opération, c'est un exercice qui doit se faire plus ou moins annuellement. Il y a plus de 3 ans, on ne fait pas de révision. Les grandes gueules. Que de nouvelles personnes puissent intégrer le fichier. Il se trouve que il y avait une exigence de l'opposition qui souhaitait que, avant que la révision ne se fasse, qu'on fasse l'audit du fichier. L'une des principales recommandations issues de l'audit, c'est que tout le monde doit revenir pour soit vérifier qu'on est dans le fichier, ou soit s'assurer que s'il y a des corrections à faire, on les fasse. Et si quelqu'un ne venait pas, c'est-à-dire que si aujourd'hui Moussa Moïse est dans le fichier, si demain il n'arrivait pas à se présenter devant une cale, il est rayé définitivement du fichier. Donc c'est fondamental. Ça voudrait dire qu'on part vers un schéma de reprise totale des opérations de révision, du fichier électoral. Donc c'est un travail extrêmement colossal. Je souhaite que dans la conception du chronogramme, que les nouveaux commissaires en tiendront compte, éviter de faire des calendriers optimistes, parce que c'est un travail colossal à faire qui pourrait nous amener vers... Oui, salut Lamine, effectivement. Avec à une telle allure, est-ce que cette Assemblée nationale, qui a donc vu son mandat prolongé, ne va pas rester au-delà même de la prochaine session, au-delà d'avril? Non, totalement au-delà. Il n'est pas possible de faire les élections en avril. Ce n'est absolument techniquement pas possible. Pour faire les élections, il faut voir ça aux alentours de la fin d'année. Totalement. Les prochaines législatives. Non, totalement pas possible. Alors, techniquement. 2 questions. La première, vous, sincèrement, vous préférez une CENI politique ou technique? Moi, personnellement, j'aurais préféré une CENI technique. Les grandes gueules. Vous savez pourquoi? Il y a une autre anomalie, incohérence au sein de la classe politique que j'ai dénoncé souvent. C'est le fait de demander aux politiques, ils l'ont fait hier, de venir prêter serment. Pour dire que, depuis maintenant que je suis à la CENI, je ne rends plus compte, je travaille je suis détaché de ma base politique, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, c'est hypocrite. On demande aux hommes politiques qui vont, entre autres difficultés que nous avons eues en ce qui me concerne personnellement, parce que moi, le serment, c'est entre moi et Dieu. C'est pas entre moi et un individu. Ce que j'ai fait à la CENI tout le long de mon mandat, c'était de travailler pour m'assurer que je suis en phase avec ma conscience. Moi, je n'ai pas de patron. Moi, mon patron, c'est ma conscience. Naturellement, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Ils aiment des moutons qu'on attache, auxquels on dit... Toujours des pics, toujours des pics. C'est ça. Toujours des pics. Et moi, toujours des pics à l'encontre de Mokhtar Diallo. moi, je ne suis pas un mouton. Non, pas du tout, Mokhtar. Je suis désolé. C'est un ami, on s'appelle pas. Allez, Ça va plus loin que Mokhtar. Vous continuez à vous appeler? Presque tous les jours, on s'appelle. Non, mais on est amis. Mais c'était quoi? Est-ce que cet esprit d'indépendance, cette indépendance d'esprit plutôt, est-ce que c'est ce qui a aussi alimenté les tensions entre vous deux? Et le fait que, parce que vous avez dit que le fait d'aller devant la Cour constitutionnelle, prêter serment et de ne plus rendre compte aux entités de base, vous avez dit que c'est totalement faux. Donc ça veut dire que vous, puisque vous ne l'avez pas fait, donc votre entité d'origine, la NFD, n'était pas contente de vous. Oui, une révélation. Je vous fais une révélation, c'est important de le noter. Quand je venais à la CENI, les conditions qui avaient été édictées à l'époque, l'NFD ne remplissait pas ces conditions-là. Oula, vous avez triché? Non, pas ça. Eh bien. C'est quand moi j'ai manifesté à l'époque le besoin de dire que je veux venir à la CENI, parce qu'à l'époque, vous savez, je sortais de prison et il y avait des risques que les gens ne me permettent pas
par exemple, d'être candidat aux législatives. Oui. Donc, je craignais cela et donc je demandais. Et quand je demandais ça, j'en ai parlé avec certains leaders, ils m'ont dit, mais attends, toi, tu vas faire quoi là-bas? Ouais. Ils me l'ont dit parce qu'en réalité, ils pensaient que c'était même pas l'endroit où je devais aller. C'est quand les NFD ne remplissaient pas. Donc, quand je suis allé, à l'époque, l'opposition est une entité, est un bloc. Donc, encore une fois, c'était l'objet de faire en sorte pour que l'opposition soit un bloc. Donc, c'était moins NFD que toute l'opposition dans son ensemble à l'époque. Donc, c'est important que cela se... Donc tu subissais des pressions venant de ce bloc de l'opposition pour que ce bloc, cette opposition soit régulièrement au courant de tout ce qui se passait à la CENI. Et c'était difficile, vous savez, il y avait plusieurs... Avouez-le, est-ce que vous subissiez des pressions? Plusieurs leaders entre Sidia... Les grandes gueules. Oui, on ne le voit plus. Il a disparu, il a grossi. extraordinaire. Extraordinaire. Les grandes gueules. Vous le faites. Après, c'est compliqué. Vous ne faites peur ce matin. Pardon, excuse-moi, Roby. Vous voulez un café? Ben non, je ne prends pas le café. Oui, parce que vous nous faites peur ce matin parce que oui. C'est surréaliste. vous nous dépeignez ce matin une CENI, une vilaine CENI, une CENI au visage de Lucifer, vous savez, nous, non mais si, depuis que nous sommes là, vous ne parlez que d'incohérence au niveau de cette institution, de la désignation de son président aux membres que vous traitez d'hypocrites qui viennent prêter serment alors qu'ils vont travailler pour leur parti politique. Et donc, finalement, nous on se dit que on n'est pas encore sorti de la crise parce que... C'est surréaliste. Oui, mais vous le dites clairement, qu'on n'est pas encore sorti de la crise. On doit s'attendre à d'autres crises politiques que cette CENI va naître quand on sait que il n'y a pas longtemps, on était les crises. En faisant quoi, justement? Dans le fonctionnement, voilà, ça c'est intéressant. C'est important et je le dis, je crois que quand je disais au revoir au président Kébé, je l'ai rappelé. Quelles sont vos pistes de solutions pour ne pas que nous retombions dans les crises? Voilà. Dans les débats au niveau de la CENI, qu'on mette tout sur la table pour éviter de régler d'éventuelles crises. Non, pour éviter de régler de problèmes en catimini. Non, mettez tout sur la table, c'est fondamental. Bakary Fofana a été victime de cela? C'est ça, beaucoup de fois. Qu'est-ce que vous appelez? Deuxième chose, naturellement, vous savez, on peut s'enfermer la plénière, elle est fermée à tout le monde, y compris le président de la plénière. Il n'y a que les commissaires qui prennent part à la plénière. Oui. Donc naturellement, quand vous vous enfermez en plénière et que vous arrivez à prendre certaines décisions sensibles entre vous, peut-être même pas en forçant, ça peut avoir un impact sur le paysage politique. Donc si vous vous rendez compte qu'une question s'avère sensible, vous la faites sortir de la CENI, vous conviez les entités politiques et vous discutez avec elles, et vous prenez ensemble une décision concertée. En agissant comme ça, vous avez toutes les chances de ne pas faire en sorte que les choses... Mais dès l'instant que vous voulez forcer au niveau de la CENI ou faire des choses en ne mettant pas sur la table... Il faut donc une CENI non clanisée. Parce que les CENI qu'on a connues, il y avait toujours des clans. Il y a le clan au directeur des opérations, il y a le clan au directeur... Bon, c'est un exemple que je donne. Non, mais alors, moi, en même temps, c'est lui qui le dit. Lamine, la question qui me taraude l'esprit, c'est que Étienne, au lendemain des communales, fait une déclaration, qui a fait un tollé. Il a dit que les magistrats, il faut le reconnaître, ont subi une certaine pression. Et on a vu qu'après, ce qui s'est passé, ça lui a donné raison. Parce que les communales, nous en sommes où aujourd'hui? Nous avons encore des conseils communaux qui ne sont pas installés. Est-ce que les propos que vous avez tenus concernant cette pression des magistrats, vous maintenez ces propos? Mais absolument, et c'est pas faux. Oui. Vous savez, les gens de l'autre côté m'ont appelé. Ils me tiennent. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Je demande, est-ce que c'est vrai ou faux? Ils m'ont dit, mais c'est vrai, mais bon, c'est pas à toi de dire ça. Vous savez, nous sommes en train de vouloir construire une... Du côté du ministère de la Justice, on vous a appelé? Oui, en fait, de l'autre côté. La mouvance. L'autre côté. La mouvance. La mouvance, d'accord. Ok. Pas toi. D'accord. Je l'ai dit. Bien sûr. C'est faux ou vrai? Ouais. Oui, c'est vrai. Bon. On doit se débarrasser de ce genre de pratique quand on veut construire une République qui se respecte. Ce qui a été fait, c'est vrai, et il faut éviter ça. Ouais. Mais encore une fois, à l'époque, vous savez, la gestion du processus, c'est une question de responsabilité partagée. Nous ne sommes pas les seuls. Et des fois, les gens surestiment la CENI. Nous ne sommes pas les seuls à gérer le processus dans son entièreté. La CENI a une part de responsabilité à jouer.
la justice, les magistrats ont une part à un moment donné, vous le savez. L'administration, des fois, oui, ils sont les plus nuisibles au processus. Je vous dis aujourd'hui. L'administration. Les administrateurs territoriaux, c'est les plus nuisibles au processus. Après, un moment donné, on n'en tient pas compte. C'est les parasites dans le verre. Mais on n'en tient pas compte. On veut ramener tout autour de 20 personnes. Pendant le processus, vous voyez un préfet, un sous-préfet dans des localités lointaines où il n'y a presque personne. Il fait exactement ce qu'il veut. Et puis après, on veut ramener ça à la CENI. Après, c'est difficile de parler quand tu en parles. Oh, il est vendu, il est l'opposant. Après, c'est compliqué. Et finalement, vous-même, dès que quelqu'un va en parler un jour, vous dites, ah, mais cette CENI encore commence des querelles en interne. Et finalement, il n'y a plus de débat parce qu'on ne sait pas où est la vérité. Le gars, il a fini sa sale besoin. Et puis après, simplement parce que, bon, lui, il a envie d'avoir des postes. Attendez, oui, cette question à Étienne. Aujourd'hui, vous dites au peuple de ne pas faire confiance à cette CENI parce que ce qui vous dépeignez ce matin. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que ce qui vous dépeignez ce matin, j'ai pas envie de reprendre Moussa Moïse, mais c'est de la merde. Non, c'est un gros mot là. Non, mais c'est pas un gros mot. Disons les choses comme elles sont. Aujourd'hui, après la CENI, on a juste un Étienne Soropogui qui décide de dire la vérité parce que c'est comme s'il n'avait pas les mains liées. Et tant mieux, on va en profiter. Non, mais je l'ai souvent dit. Moi, il est indépendant. J'étais l'un des commissaires les plus fréquents. Et on va profiter de ce passage pour comprendre ce qui n'allait pas. Parce que quand même, je crois que c'était 3 milliards déboursés pour les dernières communales. Quelque chose Mais non, c'est je ne connais pas les chiffres. 350 milliards. 350 milliards, merci bien. Alors, Étienne Soropogui, comment comprendre qu'il y ait des soucis comme manque de stylo, manque d'encre par endroit dans les bureaux de vote? Je veux un peu comprendre votre rôle pendant le processus. Qu'est-ce qui a fait ces manquements par endroit au niveau de la CENI? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on a effectivement constaté pas mal de dysfonctionnements dans l'organisation même. Étienne. Écoutez, non, je ne crois pas qu'il y ait eu les difficultés que nous avons eues, notamment du point de vue logistique, n'étaient pas liées au fait qu'on n'a pas acquis tel ou tel matériel. Mais vous savez, hein, le dispatching peut amener, vous savez, c'est assez de matériel en même temps. Tout ça peut faire en sorte que bon, il y a des manquements par endroit, c'est pas global. Je crois que ça arrive dans la plupart des processus électoraux dans le monde, ou surtout en Afrique. Bon, il s'agira pour les uns et les autres de travailler à ce que ces genres de choses. Par contre, l'une des difficultés et l'une des incohérences qu'on a au niveau de la loi actuelle, l'acquisition d'un certain nombre de matériel, notamment, et là ils l'ont rajouté, le matériel du bureau de vote va être confié à l'administration. Une administration, c'est-à-dire qui n'a pas été impartiale du tout. On veut confier à cette administration l'acquisition de matériel sensible. Est-ce que c'était un souci de transparence déjà? Mais quelle transparence? Vous savez, vous confiez à l'administration, il met où il veut. L'administration est partisane. Elle prend parti au processus, elle prend parti aux élections. Je ne personnalise pas. Mais c'est comme ça la Guinée fonctionne. Quand je dis l'administration, ce n'est pas Alpha Condé. Il faut que les gens comprennent. C'est pas parce que ces personnes la passent. On n'a pas su, malheureusement, je crois que c'est l'une des choses que je reproche au président Alpha Condé, n'a pas su bâtir une administration neutre. Ce qui fait que les gens, parce que en n'agissant pas bien, tu perds ton poste, ben, sont obligés de faire exactement ce que les ondes annoncent, notamment au niveau du secteur. Bien. Et ça nuit gravement à l'image et au processus. Voilà, Étienne Soropogui, notre invité ce matin. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On s'intéresse évidemment à l'actualité ce matin. Il faut le dire, recensement personnel enseignant. Quelle crédibilité? Oui, on pose cette question ce matin, mon cher Titi. Oui, la question vaut tout son pesant d'or. D'autant que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que cette opération du genre va être exécutée ou mise en œuvre dans notre pays. Oui. Il faut rappeler que plusieurs fois dans le passé, le fichier du personnel enseignant de la Guinée a fait l'objet donc de toilettage. Et sauf que les résultats escomptés n'ont toujours pas été ceux donc obtenus. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, dans l'opinion, aussi bien dans les milieux de ceux qui sont avisés, de ceux qui sont donc dans la pratique au sein de l'école guinéenne, se pose énormément de questions. Quelle va être la crédibilité du travail qui va être effectué cette fois-ci par cette commission de recensement
qui, je crois avoir pris, qui aurait été mise en place et sur la base de 10 représentants du gouvernement, 6 de l'USTG et 4 du SLEG. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais j'ai pu apprendre cela hier, que cette commission a été constituée. Donc, si c'est le cas, c'est qu'elle est constituée sans le syndicat national de l'éducation, sans la FSPE et sans le SLEG de Kadetouba. Parce qu'il faut rappeler que le gouvernement, à travers le ministre Lansana Komara, avait quand même écrit à toutes ces entités, à toutes ces structures syndicales, pour qu'elles puissent prendre part au sein de la commission de recensement du fichier. La crédibilité, donc, elle est importante en ce qui concerne ce recensement, parce qu'il s'agit là d'aller chasser des fictifs au sein du fichier du personnel enseignant. In fine, les ressources qui vont être rattrapées, parce que il est dit, c'est ce qu'on entend, que beaucoup de ressources sont perdues au niveau du fichier du personnel enseignant, ce qui comporterait énormément de fictifs. Donc, il s'agit donc de l'épurer, de faire en sorte que tous ceux qui sont des fictifs, les morts vivants, ou ces enseignants... Tout ça, c'est connu déjà. Voilà. Donc, tout ça, c'est connu déjà. Ce travail, il a été préalablement fait par 2 fois au moins dans notre pays. Oui. Comment faire en sorte, cette fois-ci, que ce travail donc soit revêtu de toute sa crédibilité et de toute la sincérité requise pour qu'il n'y ait pas donc d'anomalie, pour qu'on ne cache pas à nouveau des fictifs, pour qu'on ne mette pas la main sur plutôt le pied, pour qu'on ne pose pas le pied sur l'aiguille. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que la participation, le fait que le SLEG et l'USTG participent sont partie prenante à ce processus, donc sont membres à part entière, au même titre que le gouvernement, au sein de cette commission de recensement, est-ce que c'est un gage de sincérité, de crédibilité? Oui. Ce sont autant de questions qu'il faut se poser. Bien. Oui, bonjour. Bonjour. Pardon. On aurait souhaité que ce le soit, mais en fait, la question que moi je me pose, c'est qui introduit les fictifs dans le fichier? C'est bien les fonctionnaires du ministère de la fonction publique en complicité avec le ministère les ministères de l'enseignement. Pour moi, c'est pas un fait nouveau. Ouais. C'est connu. C'est juste pour, si vous voulez, faire plaisir à l'opinion publique, pour faire croire qu'il y a du boulot qui se fait, etc. Ouais. Et mettre une commission en place, débloquer des moyens, sortir des véhicules par là, gaspiller du temps à, je ne sais, épurer quel fichier. Les nombres sont connus. Ça fait plusieurs fois qu'on fait le même travail. Je répète encore que Dr Bano je suis parfaitement d'accord avec toi. Il était dans ce studio, avec évidemment. Des chiffres, avec un nombre bien défini qu'il a lui-même décelé sur, je crois, 1 ou 2 mois de travail à l'intérieur du pays depuis Yomou jusqu'à Conakry, avec l'implication des préfets. Il nous a bien expliqué ce jour-là ici, techniquement, chiffres à l'appui. Ouais. Pour moi, ça ne sert à rien du tout de continuer à s'amuser avec le peuple. C'est connu. Sortez-nous les chiffres de ceux qui sont fictifs au niveau de l'enseignement, puisque c'est connu, c'est vous-même qui les introduisez là. Tout le monde a des matricules, c'est connu. Sortez-nous les chiffres. Ouais. Donnez-nous le montant qui partait là. Arrêtez de faire semblant de travailler, parce que cette commission qui a été mise en place, ce sont de gros moyens qui vont être débloqués. Pour moi, c'est une façon de gagner de l'argent en gagnant du temps, en faisant semblant de travailler. Pour moi, encore une fois, on nous a blagué, on nous a entubés. C'est pour ça que je dis que ce fameux protocole, c'est un protocole de rigolade. On sait très bien comment ça se passe dans ce pays. Beaucoup de fonctionnaires sont partis par le truchement du ministère de l'Enseignement pour être ensuite dispatchés dans d'autres démembrements de l'administration. On le sait, tout le monde n'est pas resté enseignant. L'enseignement était la porte d'entrée la plus facile de ceux qui sont rentrés frauduleusement au sein de la fonction publique. Est-ce que tous ceux-là seront extirpés de là? Je n'y crois pas. Et on va nous sortir une liste à la fin pour dire voilà ce qu'on a eu comme enseignant fictif. Mais en réalité, on sait très bien qu'il y aura un fichier caché, parce que les fonctionnaires de notre administration sont habitués à ça. Vous pensez qu'ils vont laisser ce magot-là partir comme ça tranquillement? Ils vont pas le faire. Ils vont créer tous les moyens pour d'autant que vous savez, il y a eu quand même les critiques d'un certain nombre d'acteurs de l'école, notamment au niveau du SLEG. Et Aboubakar Souma, il était sorti dans la presse pour dénoncer le fait que
il fallait aller à cet accord et que les difficultés qu'on a enregistrées au dernier moment pour la signature de l'accord étaient imputables, selon lui, au fait que, ou plutôt au responsable du ministère de la fonction publique, il a pointé, par exemple, le chef de cabinet et d'autres responsables de ce département qui seraient donc les maîtres de ce fichier-là et qui donc constituerait une véritable vache à lait pour ces cadres. Donc il expliquait que ces cadres donc feraient tout pour faire pour bloquer le processus de cet accord pour ne pas que cette manne financière comment on appelle ça, cette source d'argent importante leur échappe. Donc est-ce que ces soupçons sont avérés? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que ces cadres qu'ils ont pointé, que Aboubacar Souma a mis à l'index, est-ce que ces cadres font partie de la commission? Parce que vous savez que beaucoup de cadres au niveau de ces entités étatiques ont quand même développé des expériences, ont des astuces pour pouvoir masquer des choses, pour cacher des choses, pour poser le pied sur l'aiguille. Donc, ce sont des questions, ma foi, qu'il faut se poser. Est-ce que cette opération permettra de mettre la main sur tous les fictifs? Ma foi, c'est quand même une grosse interrogation. Voilà, Aboubacar Diallo. Mafoudia Bangoura, allez-y. Alors, moi, je pense qu'à ce stade, il faut juste voir le bon côté des choses. On a déjà... Positiver et surtout voir ce que ça peut nous faciliter. Ce que Roby a dit, c'est vrai, on connaît que ces fichiers existent. Se faciliter la tâche, ce serait déjà partir sur ce travail qui est fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas avec cette commission de reprendre tout un travail qui a été déjà fait. Mais c'est déjà de se saisir du travail qui a déjà été fait, puisque c'est une commission et qu'il y a pas mal d'entités qui se retrouvent, tabler sur ces personnes, parce qu'on peut calculer les chiffres, ça peut aller à combien de millions, de milliards par an, donc voir comment redistribuer. Je pense qu'on n'est pas obligé de reprendre tout le travail parce que c'est fait déjà. Maintenant, pour en revenir sur cette dissension née maintenant au sein du mouvement syndical, je l'ai dit la dernière fois, je ne comprends pas parce que quand on va sur un projet comme ça et qu'on est de bonne foi, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas participé au mouvement comme nous au début. Je parle notamment du SLEG avec les autres formations syndicales. D'accord, je les comprends de ne pas vouloir les associer, mais je le disais tantôt, lorsque vous êtes sûr de ce que vous voulez faire et que vous voulez le faire clairement, ne soyez pas fâchés que d'autres personnes viennent, si on veut, entre guillemets, vous inspecter. Ça ne doit pas poser de problème. On a passé tellement de temps à parler de cette grève et on l'a dit, on n'est pas forcément sorti parce que tout ce qui nous amène à ces grèves, c'est justement une mauvaise gestion dans le pays qui fait que les richesses sont mal redistribuées. Et pour l'heure, à ce que je sache, rien n'est fait pour qu'on sorte de cette malgouvernance, qu'on sorte de cette gabégie. Donc forcément que ce soit avec le SLEG ou autre structure, ça reviendra. Mais une fois qu'on se décide de mettre une commission en place, je pense qu'il faut jouer carte sur table et aller de l'avant pour qu'on ne revienne pas en arrière. Maintenant, parallèlement à cette grille, il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être qui passe sous silence. Le ministre de l'Éducation a décidé que les compositions trimestrielles démarrent. On en parlera dans un instant. Mafoudia Bangoura, évidemment, ça c'est notre sujet à brosser. Mais ça reste dans le même cas de la mine. D'accord, pas de problème, si vous voulez qu'on attende. Allez-y. Pour moi, c'était très important, mais d'accord, on va attendre. Alors, je vais carrément résumer. Non. Mais pour ne pas mélanger. Allez-y. Alors, pour moi, ça, c'est très grave. La décision, elle est prise alors qu'on devait normalement pouvoir combiner, c'est-à-dire prendre les mesures, parce que ça fait partie justement des 12 points qui ont été élaborés. Il fallait prendre en compte des mesures pour permettre aux élèves d'aller à ces évaluations, les cours de rattrapage, d'aller à ces évaluations, mais justement rien de ceci n'est encore comme pour dire que c'est de la comédie, d'aller à ces compositions, les manifestations qui se déroulent pour le moment du côté de Mamou, je pense que c'est toute chose qu'il faut regretter. Ce sont là les réalités, mais on a l'impression que pour le moment, peut-être que je vais rejoindre Roby, tout ce qu'on fait, c'est de se grouiller pour que cette commission soit mise en place, alors qu'il y a d'autres points qui sont très importants, par exemple le rattrapage. Je ne comprends pas. Oui, l'argent. Oui, Roby. Bien, bonjour Tambaza Karimi Limono. Bonjour, allez-y, mon cher ami. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des turbulences. Eh ben voilà. Franchement, le businessman de la crise. C'est-à-dire qu'on a organisé la chose, on est en train de sortir de la crise, bien. Et puis on trouve le moyen de déranger devant, quoi. C'est ce qui se passe. On dirait que la paix, ça ne nous plaît pas. Oui. C'est comme ça qu'on est en train d'aller. Mais parlons de ce cas. Parce qu'Aboubacar fait bien de poser la question, qu'est-ce qui garantit, qu'est-ce qui est le gage que justement ce recensement, cet assainissement, cet apurement, il va être sans faille, il va être sans défaut. Vous vous rappelez, et c'est là d'ailleurs un premier piège que j'avais relevé
il y a quelque temps avant la signature de cet accord, c'est, vous vous rappelez, le président de la République a plusieurs fois rappelé que les syndicalistes du SLEG et de l'USTG étaient responsables du faible niveau des enseignants qui venaient en classe. Parce que d'après le président de la République, ce seraient ces syndicalistes qui auraient imposé à l'État guinéen de recruter les 5000 derniers. En fait, l'État va fuir, même dans ce cas précis, lorsqu'il y aura des failles, l'État va fuir, il va se décharger de sa responsabilité et il va tout simplement dire « mais c'est vous-même qui avez mené le recensement, ce n'est pas nous ». Or, en temps normal, il revient à l'État de mener un tel travail. Ça, c'est de la responsabilité de la fonction publique, pas du syndicalisme. Le syndicaliste est là pour défendre le travail et le travailleur. Quant à organiser, constituer, assainir le fichier de la fonction publique, certes, ça se fait avec des rapprochements avec toutes ces entités-là, mais ça, c'est le travail de l'État. Et donc, il s'en est déchargé, pourvu qu'on s'accorde autour de cet accord, et puis on a dit aux syndicalistes, allez le faire. Déjà, il y a quelques petits soucis, on en parlait hier. Mais, de l'autre côté, parce qu'on parle d'argent également, moi j'ai envie, malheureusement, et c'est avec un petit pincement de cœur que je vais rejoindre Roby ce matin, avec un petit pincement de cœur, vous vous rappelez cette opération de biométrisation qui a eu lieu ici avec l'accompagnement de la Banque mondiale. La Banque mondiale, justement, a accompagné l'État guinéen dans les opérations de biométrisation. On a engagé un cabinet étranger. Un certain Paul a suivi ce travail avec une méthodologie, avec tout l'équipement qu'il fallait. Quand vous lisez la fiche technique de cet opérateur-là, vous vous dites, c'est fini avec l'effectif dans ce pays. Il a fait un premier travail. On a vu la marge qui s'était dégagée. Beaucoup de fictifs dans le fonctionnariat d'un point de vue général. Il y avait ceux de la santé, ceux de l'administration, ceux de l'éducation. Tout le monde y était compris. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce travail-là? Est-ce de l'argent perdu? Parce que s'il faut revenir là-dessus, parce que là, on est en train de parler de Bano, mais Bano, c'est quelque chose qui vient je après. comprends très bien ce que tu veux dire. En fait, Voilà, peut-être c'est scruter un petit peu sur l'historique. Est-ce que c'est une première, quelque part? Justement, il faut prendre en compte cela. Parce qu'on a commencé avant Bano, il y a eu ce monsieur. Mais on est venu avec Bano. Bano a fait également ce travail. Il y a une marge qui s'est dégagée, je crois, autour de 10 000. 10 000. Et en 48. Voilà, et donc il y a eu un petit travail de réaménagement, de renettoyage qui a eu lieu. Je crois que 2 000 se sont dégagés. On est revenu à 9 000. Ça, c'est quand même quelque chose. Et c'est des milliards de francs guinéens qui s'étaient dégagés. Probablement, on va également faire table rase de tout cela et on va aller devant. Ce que je veux terminer en disant qu'on n'a pas nécessairement besoin de donner de l'argent à ces syndicalistes-là. Parce qu'on a déjà suffisamment payé de l'argent. Bano nous a expliqué qu'il a réussi à faire ce travail sans que l'État n'ait à payer un seul franc. Heureusement. Un seul franc. Absolument. Si, c'était dans ce studio. L'État guinéen va accompagner ce processus d'assainissement. Je pense que la même méthode peut être utilisée à travers notamment des agents du ministère de l'administration du territoire et donc des représentants du SLEG repartis un peu partout à travers le territoire guinéen. Si on peut aller sans payer quelque chose, eh bien nous, abondance de biens ne nuit pas. Allez nettoyer encore. Bien, Tamba Zakari Milimono. On va essayer de se rappeler un petit peu l'historique, si on peut se... Avant Condé, est-ce qu'il y a eu des opérations de ce genre, Moussa ici là? Oui, il y en a eu et j'espère que demain sera la bonne. Il y en a eu parce que en 2003 déjà, il y a eu un recensement des fonctionnaires de l'enseignement. Ensuite, bien avant l'arrivée du président Alpha Condé, également toujours au temps du président Conté, il y a eu également un autre recensement. En fin de compte, on continue toujours de parler au général Lansana Conté de ces histoires de contractuels. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'avant que nous sortions du PPTE avec l'arrivée du président Alpha Condé, la Guinée avait plus de contractuels parmi ses fonctionnaires enseignants que d'enseignants titulaires. Les grands gueules démontrés sur base de documents. Et donc, Lansana Conté, qui n'a eu marre, qui a compris finalement que ce sont les cadres même du ministère, les ministères combinés qui sont en charge de l'éducation, qui essayaient de piocher ça et là afin de s'en mettre à plein les poches, il a dit « Je ne veux plus entendre parler de contractuels en Guinée. Embauchez-les-moi. » Et vous savez, le Guinéen, il en avance souvent sur le président qu'eux-mêmes ils ont élu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben, puisqu'il dit d'engager ces enseignants, on va trouver une autre astuce. Donc cette histoire de doublon est née là.
Lorsque le président lui-même est venu, et je l'expliquerai demain, puisqu'il a fini avec la réforme au niveau des PPTE, eh bien, on va lui donner la possibilité maintenant de participer à des recensements, de faire plutôt des recrutements d'enseignants, qu'on puisse quitter du cadre de contractuels et qu'on puisse maintenant avoir des enseignants titulaires. Parce que depuis le temps de Conté, il n'y avait que des enseignants contractuels, en grande majorité. Il va demander, le président, à ce que ces enseignants contractuels soient recrutés parce qu'ils ont fait des années d'expérience déjà dans les salles de classe. Toujours les cadres des ministères vont dire, mais monsieur le président, on ne peut pas prendre tous ces enseignants comme ça. Il faut organiser un test. Ils vont lui dire, il faut organiser un test. Le président va avoir juste une façon de recruter sur base de compétences les enseignants, mais il va lui échapper un certain nombre de choses, notamment le deal qui va naître autour de ce recrutement, de ces tests de recrutement. Parce que les contractuels qui existaient et qui ont travaillé pendant toutes ces années, ce ne sont pas ces contractuels justement qui vont participer à ces tests et qui vont être recrutés. Ce sont des personnes qui vont bénéficier des numéros matricules de ces contractuels qui sont à l'intérieur du pays, qui sont dans les différentes préfectures, qui vont se voir donc qui vont se voir envoyer dans les salles de classe ou bien leur nom dans les salles de classe avec un numéro matricule qui ne leur appartient pas, comme les deux exemples que je donne la fois dernière. Donc les cadres ont profité de cette possibilité offerte à la Guinée de participer à des recrutements pour gonfler le nombre de contractuels et donc mettre de côté complètement bazarder les grandes recrutements qui devraient se faire sur base de compétences. Donc c'est pourquoi Yayo qui enseigne à Dixine peut renaître à Matoto avec le même numéro matricule. L'autre prend son argent et le vrai Yayo travaille toujours à titre de contractuel. Demain, nous allons revenir là-dessus. Et je vous dis une chose. C'est un véritable, comment je peux dire ça, c'est un véritable gâteau. Mais on ne peut pas s'en défaire comme ça. Je vois pourquoi il y a des difficultés autour. Parce que c'est 1 milliard de francs guinéens. 1 milliard de francs guinéens. Vous imaginez que la liste du personnel enseignant qui quitte le ministère de l'enseignement, de l'alphabétisation et de l'éducation nationale, cette liste-là, qui va au niveau de la fonction publique, et l'autre liste qui sort du ministère du budget pour la paye, ces 3 départements, les listes sont différentes. C'est-à-dire que le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, la liste qu'elle envoie, la liste que ce ministère envoie à la fonction publique est différente de la liste qui sort de la fonction publique pour le ministère du budget. Et celle qui sort du ministère du budget est différente de la liste de paye. Parce que vous pouvez avoir une liste qui sort du ministère de l'éducation nationale de 1200, je donne juste un exemple, 1200 enseignants. Au niveau de la fonction publique, vous vous retrouverez avec 2000 enseignants. Au niveau de la paye, vous aurez 3000 enseignants. C'est un véritable scandale et beaucoup de cadres se suivent là-dedans. Demain, nous allons revenir là-dessus en détail. Allez-y, Roby. Comme pour clore, dans ce protocole, il était question de faire des cours de rattrapage aux élèves parce que quand même 3 mois sans cours, c'est énorme. Mais on ne peut pas comprendre que le travail n'a même pas encore commencé. Les différents engagements qui ont été pris de gauche à droite ne sont pas respectés puisqu'on a mis les enfants en composition. Moi, je me dis que la plupart des élèves aujourd'hui sont en composition. En composition sans cours de rattrapage. Donc, nous contribuons nous-mêmes à tuer la qualité de l'école guinéenne. Moi, je pense que les gens ne sont pas soucieux de la qualité de l'école. On est soucieux à gagner de l'argent. Il faut indexer la responsabilité du ministre. Il ne peut pas s'amuser avec autant de temps perdu. On a passé 3 mois, il n'y a pas eu de cours. On a réussi à avoir un accord et il veut jouer. Je pense qu'il faut qu'il joue à la carte de la responsabilité. Pas seulement la responsabilité du ministre, mais la responsabilité des syndicats qui ont été à la base des 3 mois sans cours. Je pense qu'aujourd'hui, ils devraient eux aussi sortir publiquement, dénoncer le fait qu'on mette les enfants en composition. Ils devraient demander à ceux qu'on attende que eux-mêmes commencent déjà à respecter leur engagement en organisant les cours de rattrapage aux enfants et à la suite de cela, organiser des compositions. Mais tout le monde s'est tu. Maintenant, on est préoccupé par l'argent, etc. On parle même plus de la qualité de l'enseignement. On parle même plus du fait qu'il y a les enfants qui sont mis en... Attends, permets-moi. On parle même plus du fait qu'il y a les enfants qui sont mis en composition. On a détourné déjà la tête. Tout le monde regarde du côté de la banque centrale, etc., les fichiers. On a commencé à se grossir la tête, les chiffres, etc., l'argent. Mais je vais vous dire,
pour corroborer avec Tamba parlait de biométrisation. La biométrisation concernait tous les fonctionnaires. Mais la plupart des enseignants ne sont plus payés au billetage. La plupart des enseignants sont payés sur des comptes logés dans des banques. Alors, c'est à la suite de quoi? C'est à la suite, évidemment, du travail d'assainissement qui avait été fait. Encore une fois, je vous dis, en Guinée, toutes les occasions sont bonnes pour sortir de l'argent. Tous ceux qui prennent la parole publique font croire à une sincérité, c'est faux. Personne n'est sincère dans ce pays. Tout le monde fait du business. Bien. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. C'était nous pour vous. À demain.